Jean-François Guéraud n'en démord pas, les économistes se trompent, la crise économique n'est pas systémique mais criminelle. Ce commissaire divisionnaire de la police nationale en France, ancien membre des services secrets, la DST, criminologue également, est un essayiste proche du chercheur belge Paul Jorion. Il a un point de vue unique sur la crise financière. Merci d'être avec nous Jean-François Guéraud. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le nouveau capitalisme criminel, préface donc de Paul Jorion. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors vous aviez déjà écrit un livre lors de la crise de 2008 que vous abordiez comme criminologue. Ça s'appelait La Grande Fraude. Les années ont passé. Vous creusez aujourd'hui le même sillon. En quoi, selon vous, le système économique mondial est-il criminel ? Bonsoir. Alors, mon propos est évidemment un tout petit peu plus nuancé. Ce que j'observe, c'est la très grande transformation du capitalisme contemporain depuis les années 80. Ce capitalisme a changé de visage. Il est devenu financiarisé, dérégulé et mondialisé à l'excès. Et ce nouveau capitalisme très financiarisé recèle des potentialités et des dynamiques criminelles très fortes. Autrement dit, il est criminogène, c'est-à-dire qu'il ouvre des possibilités, des incitations, des opportunités à la fraude tout à fait inédites dans l'histoire. Et en particulier, ces fraudes ont une capacité à générer des crises financières. Alors ça ne signifie pas que ces crises financières s'expliquent uniquement par un schéma criminel, ce serait simplificateur et un peu complotiste. En revanche, ce qu'il faut bien repérer et qui est inédit, et chose que les économistes ne font pas, c'est de voir comment les bulles immobilières et les bulles boursières ont une dimension frauduleuse assez forte, plus ou moins selon les contextes historiques et selon les pays. Ce sont des formes de criminalité à chaque fois un peu différentes, un petit peu plus de crimes organisés et de mafia au Japon. Dans l'affaire des subprimes aux États-Unis, c'est d'abord la criminalité en col blanc, de la criminalité de banquiers et de financiers. Donc les dosages sont différents, mais il est important d'identifier ce qu'il y a d'inédit dans ces crises financières, c'est-à-dire qu'elles ont une dynamique criminogène forte qu'en général les économistes ne veulent pas voir. Alors c'est aussi une critique des économistes contemporains. Que leur reprochez-vous exactement ? Alors, les économistes n'aiment pas parler du crime. Ils ont tendance à considérer que c'est une matière de basse condition intellectuelle. Ouais. Et puis souvent l'économie, c'est vrai depuis les économistes classiques, et c'est encore plus vrai avec les néolibéraux, ils considèrent que la question criminelle, elle est subjective, elle est relative. Elle n'a rien d'objectif et que donc un crime, c'est quoi ? C'est un déplacement de valeur, mais ce n'est pas en soi un phénomène. Or, ce que ne veulent pas voir les économistes, c'est que le crime n'est pas un phénomène neutre. Il peut évidemment détruire la richesse, mais il peut surtout profondément modifier le fonctionnement des marchés économiques et financiers. Je vais prendre un exemple tout simple. Sur un marché financier, lorsque vous n'avez pas de police, d'arbitre, de régulateur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez les mauvais praticiens qui prennent le pas sur les bons praticiens. Vous avez les mauvaises pratiques qui prennent le pas sur les bonnes pratiques. Tout simplement parce que celui qui fraude, qui triche, dispose d'un avantage concurrentiel. Et c'est exactement ce qu'on a vu aux États-Unis dans l'affaire des subprimes, dans la crise financière 2008, où la bulle immobilière a en partie gonflé parce que de mauvais acteurs qui fraudaient de manière systématique, voire quasiment systémique, ont pris le pas sur des acteurs sains et honnêtes. Mais en même temps, l'escroquerie et le crime que vous évoquez dans ce livre, Jean-François Guéraud, ont toujours existé, ont toujours accompagné la vie économique. En quoi est-ce vraiment nouveau ? Alors, tous les systèmes économiques, comme tous les systèmes politiques, ont une part d'ombre. C'est évident, rien n'est jamais parfait, c'est comme un individu, on est bien d'accord. Mais comme je vous le disais au départ, le capitalisme change de visage à travers l'histoire. Bon. Ce n'est pas l'économie de marché d'ailleurs, pour bien comprendre. Il ne faut pas confondre. Voilà, exactement. C'est la vieille distinction qu'avait fait l'historien français Fernand Braudel entre l'économie de marché et le capitalisme. Ouais. Le capitalisme, c'est un système très neuf qui naît à peu près, on va dire, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et le nouveau visage qu'il emprunte dans les pays occidentaux depuis les années 80, qui est né d'abord de politiques publiques, fondées sur la dérégulation, sur la privatisation, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, eh bien, ces politiques publiques, par aveuglement idéologique, comportent de telles potentialités qu'elles laissent libre cours à des fraudes de manière systématique et, je le répète, parfois systémique.
Alors, on va maintenant aborder une question délicate, c'est celle du Bitcoin. Nous en avions parlé dans 64 minutes, Le Monde en français, il y a de cela 3 mois. Alors, il y a donc les supports, les flux qui sont très rapides de nos jours, la dématérialisation de l'économie. Le Bitcoin en est une illustration puisque c'est une monnaie virtuelle. Et bien, après des mois de progression et d'envolée, cette valeur tombe de son piédestal. Ça se passe au Japon. C'est là-bas que le scandale a éclaté. Et on se rend à Tokyo où nous attend Vincent Touraine. Bonsoir Vincent. Quelle est au juste cette fraude massive qui défraie la chronique autour du Bitcoin? Oui, il semble que 750 000 bitcoins appartenant aux clients de Mt. Gox, qui a fait faillite, aient été dérobés ces derniers mois. C'est quand même une fraude qui représente près d'un demi-milliard de dollars. À cela s'ajoutent 100 000 bitcoins appartenant à Mt. Gox qui ont également été dérobés par des pirates informatiques qui ont trouvé une faille dans les logiciels de Mt. Gox et qui, pendant plusieurs mois, ont siphonné les bitcoins appartenant à Mt. Gox et surtout à ses clients. Alors pourquoi est-ce que les clients, les 127 000 clients, se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, simplement parce que Mt. Gox n'est pas seulement une plateforme d'échange de Bitcoin, c'est également une sorte de banque virtuelle où on pouvait ouvrir des comptes, mettre de l'argent qui servait à faire des transactions sur les bitcoins. À partir du moment où l'exchange, comme on dit, disparaissait, et bien les comptes aussi disparaissaient avec ce qu'il y avait dessus. Alors Vincent, tout cela jette de sérieux soupçons sur ces bitcoins. Les gouvernements se montrent forcément désormais très méfiants. Et on peut dire que cette affaire Mt. Gox a été l'occasion pour les politiques de dire tout le mal qu'ils pensaient des bitcoins, en particulier les autorités japonaises, puisque cette faillite s'est déroulée au Japon. Taro Aso, le ministre des Finances japonais, a rapidement mis les points sur les i en disant que les bitcoins n'étaient pas une monnaie, c'était une marchandise tout au plus, mais pas une monnaie. Mais en même temps, il a bien dit que le Japon essayait de trouver un moyen de taxer les échanges sur les bitcoins. Donc vous voyez, d'un côté on dénigre les bitcoins, de l'autre on essaye de profiter des retombées financières de cette nouvelle devise virtuelle. Ça montre bien que les gouvernements sont assez impuissants face donc à cette nouvelle forme de monnaie qui sort des circuits traditionnels, qui n'obéit pas aux régulations habituelles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on colle au bitcoin cette image de devise qui est utilisé par le syndicat du crime pour le blanchiment d'argent sale. Alors c'est peut-être vrai dans certains cas, mais c'est aussi une devise qui est utilisée par des gens comme vous et moi pour faire des échanges sur Internet. Et puis c'est aussi vu comme une devise refuge par excellence en cas de crise financière majeure. Vincent Touraine, merci à vous pour cet éclairage en direct de Tokyo, donc sur ce scandale autour du Bitcoin. Veuillez nous excuser pour les coupures lors de cet entretien avec Vincent Touraine. Alors, je me tourne vers vous, Jean-François Guéraud, auteur du nouveau Capitalisme criminel. Les gouvernements qui se méfient du Bitcoin, ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient de la Fed, la Banque centrale américaine, qui louait ce système, cette monnaie virtuelle, et qui incitait même à en acheter des Bitcoins. Oui, l'affaire du Bitcoin est typique de ce que je décris, c'est-à-dire d'un système mondialisé dérégulé d'une part par des politiques publiques fondées sur le laisser-faire, laisser-passer, le moins de contrôle, le moins de surveillance possible, et puis il y a une dérégulation de fait née des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on voit très bien comment cette prétendue monnaie virtuelle s'est répandue, tout le monde a laissé faire. Et c'est a posteriori, après la tragédie, que tout le monde se pose des questions. Mais en réalité, les questions, il eût fallu se les poser en amont. Et là, on voit bien une des contradictions modernes, de la modernité, dans lequel vous avez des États enfermés dans leur verticalité un peu rigide, en grande difficulté et matérielle et intellectuelle pour contrôler des flux transnationaux qui souvent fonctionnent dans l'hypervitesse. Alors, on cesse de mettre en avant les moyens sophistiqués dans la fraude, mais il y a en même temps donc une lutte qui s'organise. Les États disent voilà, c'est fini, bientôt on va résoudre tout ça. On insiste sur la régulation, la transparence, mais paradoxalement, on est face à des systèmes de plus en plus rusés, malins pour frauder. Vous évoquez, vous par exemple, le trading haute fréquence. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un terme un petit peu barbare. Mais en réalité, aujourd'hui, les marchés financiers, pour au moins la moitié de leur activité, fonctionnent donc à travers cette technique, c'est-à-dire des ordinateurs, des algorithmes, à la nanoseconde, et demain peut-être à la vitesse de la lumière, des milliers de transactions sont passées. Et quand vous combinez des grosses masses de transactions plus de l'hypervitesse, vous créez de l'invisibilité. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les régulateurs nationaux ont beaucoup de mal à comprendre, du fait de ces
grosse masse et de cette grosse vitesse ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers. Tout le monde est un petit peu désemparé. Ce qui soulève d'énormes questions. Des questions en matière de fraude. Est-ce qu'on va être capable demain de voir les fraudes ? Probablement plus jamais, ou très difficilement. Et puis cela pose aussi des problèmes qui dépassent le droit pénal, le droit criminel, en termes de solidité des marchés financiers. Et on sait qu'à cause du trading de haute fréquence, déjà, un certain nombre de marchés financiers se sont déjà effondrés en tout ou partie. Puisque vous parlez de crime, Jean-François Guéraud, qui sont les victimes de ce crime ? Alors les économistes ont tendance à parler de crimes sans victime, tout simplement parce que la victime n'est pas là immédiatement, mais en réalité, les victimes peuvent être tout simplement vous et moi, des gens qui ont investi sur les marchés financiers. Des épargnants à Chypre aussi, par exemple, vous intégrez cela dans l'un des crimes du capitalisme nouveau ? L'affaire chypriote est un petit peu particulière. Elle est née d'abord d'un problème d'endettement public. Alors, puisqu'on parlait du Japon tout à l'heure et que vous parliez à l'instant des bulles spéculatives, il s'est passé un cas assez emblématique dans les années 80 dans ce pays. Ça s'appelait la récession Yakuza. Yakuza, c'est la mafia, c'est bien ça ? Voilà. Alors c'est un terme, c'est une expression très étrange qui a été inventée par un ancien chef de la police japonaise. Donc pour caractériser cette grande crise financière dans les années 80 qui a tout simplement failli tuer la finance, le système financier et bancaire japonais, crise dont le Japon aujourd'hui ne s'est toujours pas relevé. Il faut quand même souligner que un quart de siècle après, la dette publique du Japon dépasse les 210% du produit intérieur brut. Et pourquoi le système financier japonais a-t-il failli s'écrouler ? C'est parce que dans une curieuse alliance entre des banquiers voyous, des promoteurs voyous, donc des cols blancs, plus des politiciens et surtout avec l'impulsion du crime organisé, eh bien le système a distribué des prêts sans garantie à peu près à tout le monde. Voilà. Et quand la bulle immobilière et ensuite la bulle boursière ont éclaté, les banques ont essayé de recouvrer ces prêts. Et on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers, voire peut-être plus de ces prêts, avaient été accordés à des acteurs criminels, en particulier au crime organisé, à la mafia, les yakuza. Et vous comprenez bien qu'une dette mafieuse est une dette irrécouvrable. Alors il y a des parades qui semblent se mettre en place. Qu'en pensez-vous ? Il y a l'opinion qui est mobilisée, les médias, la classe politique, la justice font très attention à cela. Vous êtes optimiste ? Pas du tout ? Alors, le diagnostic que je porte sur la dimension criminelle des crises financières n'est pas un diagnostic communément partagé. Je suis quasiment le seul auteur à en parler. Donc, la nature du diagnostic que vous portez sur la crise infère les solutions en termes de politique publique. Mais votre théorie est justement très peu médiatisée. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'elle est originale, elle est hors norme et parce qu'elle dérange. Si vous expliquez que ces crises financières sont le fruit de cycles économiques, de dysfonctionnements, ce sont des espèces de catastrophes au sens de la catastrophe naturelle, eh bien en fait... on se dit ça passera, ça ira mieux demain. Exactement. En revanche, si vous y mettez une causalité plus humaine, si vous y mettez de la mauvaise foi, des mauvaises intentions, vous êtes obligé de vous poser d'autres questions et d'apporter peut-être d'autres solutions plus gênantes. Jean-François Guéraud, auteur du nouveau Capitalisme criminel, préface de Paul Jorion, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup à vous d'être venu témoigner sur TV5 Monde.